Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Comme tous les samedis matins, c'est le libre journal des controverses. Je salue mes prédécesseurs. Nicolas Stocker qui était avec l'excellentissime Oscar Fressinger pour une émission vraiment passionnante. Je salue bien entendu Mimi Vlam et pas Glam, même si elle est plus glam que Vlam. Elle est quand même les deux, elle est aussi glam que Vlam à la réalisation. Elle est toujours là du 1er janvier au 31 décembre. Je la salue bien entendu. Et je salue nos amis qui vont prendre vos commentaires. Patrice et Sylvie, ils ont été choisis parmi l'ensemble des bénévoles et c'est eux qui sont parmi vous parce qu'ils ont les plus belles écritures de Radio Courtoisie. Aujourd'hui, on va parler d'un fait de société dont évidemment on parle très peu ou alors d'une manière pas assez adéquate parce que on a très souvent dans nos grands médias subventionnés des éditorialistes de plateau qui ne vont pas sur le terrain et donc qui ne connaissent pas la réalité des choses. Dans des éditorialistes qui inventent et nous à Courtoisie on n'aime pas trop ça, en tout cas moi j'aime pas trop ça. J'aime pas ça parce que lorsque l'on est dans les plateaux télévisés des beaux quartiers parisiens, qu'on n'a pas connu le souffle chaud du terrain, si je puis dire, eh bien, on n'a pas vraiment la bonne analyse. Alors, je reçois un ami, quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui je fais des reportages, surtout sur la drogue dans le nord de Paris. C'est notre ami Tarak Sassi, fondateur du collectif Paris Anti-Crack. Il est aussi catcheur international tunisien. Catcheur, je suis avec lui. Donc, salut cher Tarak. Ah, est-ce qu'il nous entend? Ah voilà, il nous entend et on l'entend. Donc, Oui. Tiens, on va parler un peu de catch là, 2-3 petites minutes. Le catch, tu es donc catcheur. Le catch, c'est Lino Ventura, c'est toutes ces grandes figures qu'on a connues quand on était môme et qui a été repris dorénavant par les Américains. Totalement repris par les Américains et c'est encore une industrie créée par les Français qui rapporte des milliards à des Américains. Aujourd'hui, la WWE fait partie du groupe financier TKO qui pèse plusieurs milliards d'euros et ils vont être présents sur Paris. On leur donne très facilement des salles et ici en Europe, on galère totalement et en particulier depuis le Covid pour avoir la moindre salle. On a des élus qui décident ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui va être financé, ce qui va pas être financé, ce qui va être permis ou ce qui va être interdit. C'est en ce moment, le catch a beaucoup de difficultés, mais après j'ai une pensée pour les amis circassiens et les amis forains qui ont de plus en plus de mal d'avoir des autorisations pour évoluer dans les villes parce que aujourd'hui on est toujours dans l'idéologie politique plus que dans l'intérêt du populaire. Bah oui, il faut se dire aussi une chose, c'est on est dirigé, en tout cas sur Paris et ses environs, par la gentille gauche, qui, je remarque, aime beaucoup le capital et le capitalisme anglo-saxon au détriment de nos artisans, entre guillemets, si je puis dire, quoi. J'irai plus loin, c'est pas que la gauche, hein, nos élus de droite, c'est exactement la même. On a des élus de droite qui sont de plus en plus éloignés de ce qui est populaire parce que beaucoup d'élus de droite qu'on a aujourd'hui n'ont pas de famille. Ils n'ont pas du tout de famille, même des élus du centre et faut dire la vérité, hein, même des élus on va être gentil pour faire plaisir aux auditeurs, de la droite patriotique, hein, c'est pas des gens qui ont des familles, donc ils sont à chaque fois dans dans cette idée justement de faire à chaque fois de la gentrification, de faire plaisir aux boomers et même les boomers, ils aiment rentrer aussi dans l'idéologie à la mode. Ça veut dire le cirque c'est pas bien, on va Enfin, interdire pas le tous les cirque, le boomers, hein. popcorn Moi, c'est pas bien. en précisant,
En tout cas, pas à ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a boomer et boomer aussi. Et c'est vrai que moi-même, j'ai fait un peu l'amalgame à un moment donné, mais je remarque que ceux quand même qui se sont mobilisés, par exemple, contre le pass et toutes ces atteintes à la liberté, c'est pas nos générations, malheureusement. C'est vrai que c'est la génération du baby-boom, hein. Ça, faut quand même le préciser. Pour moi, les boomers aujourd'hui, c'est les boomers, je veux dire, qui ont fait mai 68, ces boomers remplis d'idéologies qui ont empoisonné des civilisations, des familles. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est des décideurs qu'on traîne malheureusement et qui, quand ils ratent leur carrière politique, on les retrouve dans des associations dites caritatives où ils vont mettre plus de cadres administratifs et plus d'obligations administratives que d'actions sociales et humaines. Et donc, euh, moi, j'aimerais bien trouver autre chose, mais malheureusement, par dépit, et tu sais, on est dans une société comme ça où on fait des raccourcis. Donc, Mais c'est après, vrai voilà, que qu'il y a un autre t'as raison problème. concernant même la droite dite patriotique, parce que comme beaucoup d'entre elles, enfin beaucoup de leurs membres préfèrent les garçons, donc c'est sûr qu'ils n'ont pas de Voilà, famille. j'allais pas le Donc ça, dire, j'allais pas le dire, donc ça, c'est sûr que bon, j'allais pas le dire, bah, je préfère le dire quand j'allais même pas parce le que dire. moi ça me désole, hein, je suis désolé. C'est pas parce que ils seraient censés être idéologiquement proches de moi que je vais avaler, qui préfèrent tous les garçons, quoi. Enfin, je le dis sincèrement, hein. Bah bon, c'est comme ça, hein. En fait, on a Tout des se élus perd, hein, à même notre ça, hein. tête. Oui, mais voilà, mais c'est pour ça aussi qu'en partie, tu peux comprendre ta société. On a des élus qui n'ont pas de famille, qui vont adopter un enfant comme qui vont adopter un chien, ou vont adopter des chiens à qui vont donner plus d'amour à des êtres humains. Et ces gens-là, on les met à la tête de nos villes et ils prennent des décisions. Et ces gens-là, ils peuvent être du Rassemblement national, ils peuvent être des Républicains, ils peuvent être du Parti socialiste, ils peuvent être de la France insoumise, ils peuvent être du Parti communiste, et ils se ressemblent tous. Et ces gens-là, ils vont se disputer sur une idéologie, hein, et des fois, ils veulent notre travail à nous, les catcheurs, hein, à faire semblant. Nous, par contre, venez nous voir sur le ring. Bah Vous justement, allez où voir est-ce si qu'on on peut fait te pas voir sur le on fait pas ring? Où est-ce qu'il y a encore des salles où qu'on peut voir et après on va passer à notre sujet? Où est-ce qu'il y a des Alors, salles où on la peut voir seule du salle catch sur français? Paris, Du catch français, je la dis bien, hein. Pour l'instant, on a des catcheurs français et malheureusement aussi, faut bien que les autres ils puissent bosser parce que il faut bien bosser. On a une salle qui est dédiée à ça qui s'appelle la Lucha Libre, qui est à Paris dans le 5e arrondissement. Et d'ailleurs, demain, on a un événement. On a un événement qui va réunir. Ah bon, demain à quelle heure? Euh, Ça commence à partir de 18h. D'accord. Ouverture des portes 16h. Voilà. Et il y aura des catcheurs français, il y aura des catcheurs européens, il y aura des catcheurs aussi des quatre coins du monde. Et on vous invite, et Voilà. vous allez voir ce que c'est des catcheurs Lucha qui se tapent Libre vraiment. dans le 5e arrondissement. Alors, cher Tarak, tu es aussi fondateur du collectif Paris Anti-Crack. Dernièrement, on a fait ensemble un grand reportage que vous pourrez voir sur GPTV Investigation sur la drogue à Paris Nord. Et il faut se dire les choses, malgré les investissements liés au JO, euh, on peut dire que rien n'a changé dans ce niveau. On nous dit même que c'est pire. La drogue dans Paris, c'est un peu comme à Mexico, visiblement. C'est simple, il y a des tonnes de cocaïne qui ne sont plus vendues euh, à Mexico et dans l'ensemble des États-Unis à cause des nouvelles drogues de synthèse, hein. C'est un phénomène que personne ne surveille et qui va débarquer en France dans peu de temps. Cette cocaïne a totalement envahi l'Europe principalement, une partie aussi de l'Afrique. Et ça crée ce que ça crée. Et puis, comment voulez-vous aussi lutter contre un phénomène aussi fort et aussi grave qui va aussi créer aussi toute sa mafia, sa radicalisation dans l'ultra-violence et la criminalité. Et d'ailleurs, ça, parce que je t'en avais parlé aussi, Mhm. c'est des choses qu'on avait
dénoncé, préparé. On en avait parlé à Darmanin. C'est pour ça aussi que je viens passer un coup de gueule. On en avait parlé à Darmanin. On en avait parlé aussi au préfet, au cabinet du préfet Nunez. On en avait parlé à Anne Hidalgo à travers l'association La Remontée. Je vous invite à regarder www.laremontée.fr. On avait fait des statistiques, on avait préparé tout ça. On en avait parlé à Madame Pécresse et Monsieur Caram, qui nous ont mais totalement oubliés et puis laissés parce que ils étaient dans une course aux propos entre Wauquiez, entre Retailleau, entre Zemmour et compagnie. Donc c'était à celui qui va dire la phrase la plus dégueulasse sans agir. Et on avait exposé tout ça, on avait expliqué tout ça. On avait expliqué aussi les phénomènes de radicalisation. Malheureusement, aujourd'hui, quand tu parles de radicalisation, tu parles uniquement que des musulmans. Mais on ne voit pas aujourd'hui toutes les formes de radicalisation, qu'elles soient sociales, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient aussi religieuses et qu'elles soient aussi politiques. Et ces radicalisations, elles existent aussi bien à droite comme à gauche, et qu'elles prennent aussi les différentes villes ou différents quartiers de nos villes, et personne ne veut le voir. Mais, Et on prépare tout doucement, en fait, cette guerre civile, ce chaos, et cette permissivité, justement, qui, j'ai l'impression, va chercher à amener des nouvelles lois sécuritaires pour, mais en quelque sorte... moi, je vais te dire une chose, tu as totalement raison. Rotaillot parle beaucoup, il dit des choses, ça peut plaire à des gens qui se disent de droite, ce qu'il dit, mais derrière ça, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, je sais pas, on a vu, tiens, le lendemain de victoire du Paris Saint-Germain, et on avait l'impression d'être dans les plus belles années de Monsieur Cazeneuve. En somme, Retailleau, il est là pour préparer les présidentielles et législatives. Peut-être aller quelques municipales. Retailleau, c'est un petit revanchard. Retailleau, c'est le poulain de De Villiers. Retailleau, c'est Qu'il a quelqu'un, trahi. en fait, Qu'il a trahi. il essaie, je sais pas, bah, Si, il De Villiers, avait c'est peut-être trahi un De petit Villiers peu... pour François Fillon. Je te le dis, hein. Ouais. Après, bon, j'ai pas suivi tous les épisodes, hein. J'ai pas suivi tous les épisodes. Je suis désolé, hein. Mais bon, Retailleau essaie de faire mieux que Fillon et mieux que De Villiers, sans apporter quoi que ce soit comme solution, en mettant en plus, bon, de plus en plus un climat de tension, de violence. Le gars s'est occupé plus de l'Algérie que de la France pendant je sais pas combien de temps. Là, en ce moment, bah, Sans résultat, en plus. sans résultat, alors que aujourd'hui, la France, c'est un pays qui rayonne sur une francophonie de presque, si je me trompe, une centaine de pays. Et c'est pas dans l'intérêt de la France de justement de perdre cette ramification et cette influence. Mais justement, Et tiens, qu'aujourd'hui, revenons au crack, parce que ça c'est important, parce qu'on a fait ce reportage et on a vu des gens qu'on appelle malheureusement craqueux. C'est un peu péjoratif, mais bon, je ne sais pas comment. Bon, des toxicomanes, voilà, on va dire des toxicomanes plutôt, euh, qui avaient des vies, des métiers, des familles. Et d'ailleurs, cette dame Myriam, qu'on a interrogée, qui a dit qu'elle était hôtesse de l'air, et qui, à cause de cette drogue, dorénavant, se prostitue, faut le dire, et dort dehors. Euh, enfin, c'est des images quand même insoutenables. Euh, et quand on voit ces gens, ce malheur, alors que à côté on a tous ces investissements qu'on a fait aux Jeux Olympiques, des Jeux investissements qui sont pas rentabilisés évidemment, et qu'on voit tout ce malheur humain, on se demande si on est vraiment encore en France. la France, elle a disparu. Clairement, faut ouvrir les yeux, il faut arrêter de se mettre de la naïveté à tous ces gens qui disent ouais, la France, le drapeau français. Aujourd'hui, c'est juste devenu un département au milieu des États-Unis d'Europe. Et même, on va dire, dans un grand mondialisme. La France, aujourd'hui, elle défend les intérêts des milliardaires, les intérêts financiers, les intérêts de gentrification, de ces grandes sociétés de construction qui, eux, décident
ce qui va se construire, ce qui va se faire, ce qui va se rénover, les nouvelles normes. Et donc là-dedans, tous ces pauvres, tous ces gens en fait qui tombent justement dans ces drogues, et ces drogues, elles viennent pas toutes seules en France, elles passent souvent par des grands paquebots, et on sait que ces paquebots, très souvent, ils appartiennent à des grands milliardaires qui ont eux-mêmes des chaînes télévisées. Faut pas s'étonner en fait de voir tout ça. On a exactement le même scénario qu'aux États-Unis. Euh, on sait qu'il y avait des membres du gouvernement qui avaient une main sur la drogue dans les années 80-90, que la French Connection, dont un des membres est passé récemment au Sénat, veut se draper en disant avec son bon accent chatoyant, en disant mais les criminels d'aujourd'hui, c'est pas les criminels d'avant. Hein. Avant, on avait les codes. C'est pareil, c'est une continuité. C'est une continuité. Aujourd'hui, ce qu'on fait, par contre, c'est que les grosses têtes vont rester à leur place de grosses têtes et que pour gérer ce business, on va prendre des gens de quartier, des gens issus de l'immigration, et c'est eux qu'on mettra à chaque fois en avant. Mais on sait très bien, et c'est se voiler la face que de dire oui, la drogue rentre uniquement que par la voie des clandestins. Mais qu'est-ce que Et ça veut dire? Ça veut dire quoi? C'est que la drogue est liée aussi à la mondialisation? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et bien sûr, et de l'autre côté, tous ces plans de gentrification, tous ces plans immobiliers servent en partie à blanchir. Et on sait qu'en 2008, ce qui a sauvé l'économie, c'est même pas un secret, ce qui a sauvé l'économie, c'est l'argent de la drogue. C'est l'argent de la drogue. C'est plus un secret. C'est plus un secret. On calcule le PIB avec l'argent de la drogue. C'est même avant ça se disait pas. Maintenant, ça se dit dans les plateaux télé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on compte le PIB avec la drogue et la prostitution. C'est-à-dire que si on ne mettait pas dans le PIB, peut-être que nous serions là réellement en récession. Enfin, Mais officiellement. avec OnlyFans et avec Mime, avec tout ce qui se passe, vous savez, on a fait un scandale pour une petite là, qui était vêtue comme une prostituée et qui n'a pas pu monter dans un bus conduit par un chauffeur chrétien, un pas musulman, hein, et qui a bien compris en fait que cette fille, si elle montait, ça allait créer des problèmes. Elle a juste fait de la pub pour ses contenus Mime et OnlyFans où elle fait du Alors, contenu quasi explique-nous ce qu'est pornographique. Mime OnlyFans parce que je crois que nos auditeurs ne savent pas. Mime et OnlyFans, aujourd'hui, ce sont des plateformes où souvent des femmes qui ont à peine 18 ans, des fois Non, même non, qui montent sur leur au quart mineur. Enfin, un quart d'entre elles sont mineures. un quart d'entre elles sont mineures, maintenant c'est dit, vendent leur charme à des gens qui sont abonnés et qui regardent des filles faire du contenu quasi pornographique. Enfin, du contenu pornographique, mais en solo. Des fois avec d'autres personnes. Et avec ça, s'ajoute, et nous, on l'avait vu et on devait travailler là-dessus, en particulier dans les centres d'hébergement où je travaillais, sur le volet prostitution, où vous avez des sites internet spécialisés dans l'escorte, où vous mobilisez du logement, vous mobilisez beaucoup de choses. Et ça, c'est vu et su aux yeux de tous. Avant, c'était sur Viva Street. Maintenant, ils ont leur propre plateforme. Et que on sait qu'aujourd'hui, la prostitution, c'est devenu le métier numéro un dans l'Union européenne, et que sous peu, on trouvera quelque chose pour le légaliser, parce que en France, on sait très bien que c'est là, que c'est présent, qu'on va rien faire, qu'on fait semblant, soi-disant, de sanctionner les consommateurs, mais rien n'est fait. Donc, on a propulsé en fait tous ces trucs-là, on l'a mis en place. De l'autre côté, on revient sur les drogues parce que malheureusement, ça s'accompagne avec les drogues. On renforce tout ce qui est accompagnement à la consommation. Et je te l'ai toujours expliqué que l'accompagnement à la consommation va ramener, comme au Portugal et en Suisse, la dépénalisation. Et après la dépénalisation, la légalisation de plus ou moins certaines drogues pour soi-disant lutter contre le crime organisé. Mais là, si on dépénalise le crack, déjà que on voit nombre de victimes qui sont... parce qu'il faut dire aussi aux gens ce qu'est réellement le crack et qu'est-ce que ça provoque dans la psyché des gens, ce fameux crack. Alors, le crack, c'est quoi? C'est du résidu de cocaïne
que des fois tu peux remplacer avec certains médicaments, mélangés à du bicarbonate de l'ammoniac et puis d'autres médicaments et grâce à des séries comme Snowfall, on connaît la recette très facilement et c'est très facile à faire. Et aujourd'hui, beaucoup se sont improvisés producteurs de crack. Donc le crack, c'est l'une des drogues du pauvre les plus répandues dans le monde, qui est présent aujourd'hui même en Afrique et qui de base a commencé à exister dans les Caraïbes avant de se répandre aux États-Unis. Et des États-Unis, on l'a retrouvé en France. Le point d'ancrage, ça a été la chapelle Stalingrad, et puis après, ça s'est répandu partout. Et contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas que le nord-est parisien qui est touché par le crack, c'est une grande partie de l'Île-de-France. On sait à travers les associations qui distribuent les pipes à crack, c'est tous les jours, c'est 14 000 personnes à qui on distribue le nécessaire pour pouvoir se droguer. Et ces mêmes associations, tu le sais très bien, ils ont pignon sur rue, ils ont les subventions aussi bien de l'ARS, de l'État et de la mairie, et même en partie pour certaines associations que je nommerai pas, de la région. Oui, parce qu'on on va pas les nommer et on va vous dire pourquoi. Oui. Alors Ils ont qu'on été l'a fait députés. ici à Radio Courtoisie, on l'a fait ici avec Tarak, ici à Radio Courtoisie, parce qu'il faut se dire les choses, l'association travaille avec les dealers, voilà, faut se dire. Ils nous ont attaqué. Manque de bol. Ils ont attaqué nous et Radio Courtoisie, mais manque de bol pour ces associations. L'info était béton et ils ont perdu. Voilà, ils ont perdu au tribunal, donc pas de chance pour eux. Mais ils ont perdu, mais ils sont toujours aussi forts. Nous, on avait proposé un projet d'accueil sous tente et pour pouvoir amener justement vers du sevrage, créer des communautés thérapeutiques dans des endroits en forêt où il n'y a pas d'habitation pour les toxicomanes et justement les aider à se réhabiliter. On a proposé tout ce plan-là au cabinet de Nunez et au final, ce même projet s'est transformé au profit de ces associations pour voir ce que tu as vu aussi bien en 2022, en 2023 et là récemment, là en 2025. Aujourd'hui, on ne peut pas, c'est comme la théorie de Darwin. Tu peux pas remettre en question l'accompagnement à la consommation. Aujourd'hui, c'est devenu la manière absolue. Alors qu'il y a des personnes qui ont prouvé que le sevrage, les médicaments, tout ce que et tellement d'autres trucs à travers le sport et justement quitter ces grandes métropoles, les aider à se désintoxiquer et à quitter justement cette drogue et à s'armer mentalement. Non, pour eux, il faut accompagner les gens dans leur consommation de drogue et leur dire ça va, tu te sens mieux maintenant, est-ce que tu as envie qu'on discute? La personne est défoncée, elle va dire non, j'ai pas envie de discuter. Bon, si tu veux, tu as des gâteaux et du café et quand tu as envie de partir, tu peux partir. Cette personne-là, après, vous la retrouvez dehors. Et cette personne-là, si elle est en manque, si elle n'arrive pas à manger, si elle a une crise ou quoi que ce soit, ce sera la personne lambda qui rentre de chez elle du boulot, hein, qui va subir ça. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, c'est très souvent des gens issus de l'immigration qui rentrent tard du travail ou qui commencent tôt le travail, qui subissent ça. Et enfin, faut aussi, enfin, on subit tous parce qu'il faut dire aussi aux gens qui nous écoutent, dorénavant, la drogue, ce n'est pas juste soit la drogue récréative pour les milieux artistiques ou les drogues pas chères pour entre guillemets le prolétariat immigré. Ce n'est pas vrai. Je vais te dire très sincèrement, je pense que la France est le pays d'Europe le plus touché par la drogue et tout milieu, toute classe sociale, toute religion, toute ethnie, tout ce que vous voulez, sont touchés par la drogue et toutes les familles immigrées françaises, enfin je sais rien d'origine, ce que vous voulez, ont un membre touché par la drogue.
C'est le marché numéro un. La France est le marché numéro un des stupéfiants dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, le marché numéro un, c'est la France. On aurait pu croire que c'était l'Allemagne, mais non, c'est la France. C'est la France qui est le marché numéro un. Et c'est la France, d'ailleurs, qui est un carrefour aujourd'hui pour trouver certaines drogues. Vous avez des gens qui viennent d'Écosse, qui viennent d'Allemagne, un petit peu partout pour trouver des fois plus facilement certaines drogues qu'ils ne trouveraient pas chez eux. Mais Donc est-ce qu'il n'y a pas une la France volonté? est devenue... Je vais poser la question et je vais être très complotiste pour le coup. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté du système, de l'État, des institutions d'imposer la drogue auprès des gens pour que ceux-ci, je veux dire, de tout faire pour que les gens soient de plus en plus drogués, s'ils ne sont pas drogués par la cocaïne et le crack, etc., ben qu'ils le soient par d'autres médicaments, voilà, par des médicaments quels qu'ils soient, pour qu'en fait les gens soient apathiques, se taisent et soumis au système. Le lobby pharmaceutique, les lobbies pharmaceutiques et les lobbies des drogues, c'est des lobbies très importants et qui influencent aujourd'hui la politique internationale. Et ils sont bien sûr influents chez nos décideurs politiques. Ils sont influents parmi... vous savez, on a toujours cru que la droite, elle était contre tout ce système en fait de drogue, mais il faut se rappeler que euh, comment il s'appelle déjà on a tellement, je suis désolé, hein, il y a tellement eu de premiers ministres en France que j'en oublie le nom, mais le ministre qui a été juste après pendant en 2020, j'ai oublié son nom. Édouard Philippe. Après Édouard Philippe. Après Euh, Édouard Philippe. euh, le gars qui a la RATP là maintenant là. Ouais, je sais, j'ai plus Oui. son nom aussi. Mais parce que Qui je l'ai était chez interpellé aussi. Sarkozy. Mais voilà, un sarkozyste en plus. Je l'ai interpellé, je l'ai rencontré, et je lui ai dit, voilà, ce que vous avez fait en appuyant aujourd'hui la politique la politique de l'accompagnement à la consommation, c'est donner tort à la population. Voilà, Vous Monsieur avez traité Castex. ça, voilà, Monsieur Katek, vous avez traité ça à la va-vite. Vous croyez justement bien faire. Après, bon, on peut lui donner l'excuse de la crise sanitaire, que monsieur n'était pas sur le terrain, qu'il ne connaissait pas. Mais vous avez aussi beaucoup d'élus de droite qui ont voté en faveur de tous ces procédés, de tous ces J'ai trucs. En fait. l'impression que toi qui es quand même assez à droite, tu es déçu par la droite parlementaire, si je puis dire. Bah, moi, moi, je suis de droite parce que j'ai été éduqué à droite. Vous savez, contrairement à ce qu'on peut croire, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, ce sont des pays de droite avec des populations de droite. Donc, tout ce que vous avez, et là, si tu veux, on pourra embrayer aussi sur ce qui s'est passé avec le PSG, tout ce que vous avez là aujourd'hui, c'est post-moderne et c'est de l'influence justement des politiques qu'on a voulu imposer aux populations issues de l'immigration. Mais un bon musulman, et j'espère que ça va pas faire mal aux oreilles à certains auditeurs, mais un bon musulman, c'est quelqu'un de droite, c'est quelqu'un de libéral, c'est quelqu'un qui veut travailler, c'est quelqu'un qui ne va pas toucher à la propriété de l'autre, qui ne va pas casser quoi que ce soit dans les rues, et qui n'aime pas le désordre et l'insécurité. Et comme je le dis, en fait, ces décisions, ces ensembles de décisions qu'il y a, en particulier dans le nord-est parisien, les premières personnes à les subir, ce sont les résidents de ces quartiers. Et pour beaucoup, c'est des immigrés. C'est des gens issus de l'immigration qui vivent en danger, en particulier beaucoup de femmes qui sont seules, beaucoup de femmes qui élèvent seules leurs enfants et qui se retrouvent désarmées face à toutes ces décisions de personnes en fait qui sont dans une idéologie mondialiste autocratique qui disent ouais, bah ça c'est bien au Canada, on va le mettre en France parce que de toute façon ce qui marche là-bas doit marcher chez nous. Et à partir de là, il y a plus, en fait, pour moi, il n'y a plus de droite ni de gauche. On a des gens qui défendent, et là, bon, c'est parler un petit peu comme un communiste, mais on a des gens qui défendent le grand capital
en dépit du populaire, de l'être humain et surtout, surtout, surtout des familles. Bien sûr. Alors, Voilà. j'ai une question d'auditeur, tiens, qui va dans notre Mmh. sens. Karl Marx n'avait-il pas raison? La religion est l'opium du peuple. Tant que le pouvoir politique sera économique, matérialiste et non pas philosophique, idéaliste, le pouvoir financier actuel ne devra-t-il pas continuer à se servir de la drogue chimique pour maîtriser les peuples? C'est parce que justement, on a dénigré les religions et le sacré qu'on en est là aujourd'hui. C'est parce que justement, on s'est éloigné parce que les 3 religions monothéistes et peut-être même, les religions, polythéistes parce qu'on a aujourd'hui, de plus en plus de religions polythéistes issues, d'Asie du Sud et de l'Est qui sont arrivées en France et qui ont, des pratiquants, assez conséquents. Ils ont une politique de la famille, du père, de la mère et du sacré du mariage. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a de plus en plus de personnes, qui vont, avoir des unions, libres, sans engagement, qui vont avoir des enfants avec des femmes qui vont avoir des enfants avec 6 pères différents pour 4 enfants. Donc, il n'y a plus de stabilité. Toutes ces religions qu'on aime tout le temps critiquer, l'opium du peuple, ceci, cela, mais elles ont fait des millénaires. Elles ont fait des millénaires de civilisation et on n'avait pas tout ce qu'on avait. On n'avait pas tout ce qu'on avait. Et on a vécu un siècle, c'est le 20e siècle, assez stable sur son développement et sur sa construction pour arriver aujourd'hui à la dégénérescence du 21e siècle. Est-ce que c'est populiste aujourd'hui de dire que on a des élites justement qui veulent tout faire pour nous éloigner sur ce qu'il y a de sacré et des familles et nous amener au fur et à mesure vers l'adoration de la consommation et dire aujourd'hui qui démolissent le principe de famille et de sacré. Est-ce que c'est populiste de dire ça? C'est une évidence. C'est une évidence. Si une personne n'arrive pas à remarquer que déjà, comment tu veux défendre une société qui n'arrive pas à sauvegarder ça, qui peine à avoir de la natalité, qui se plaint de se faire grand remplacer par des travailleurs issus de l'immigration, parce que malheureusement aujourd'hui on ne trouve plus de médecins, on ne trouve plus de personnes pour faire le ménage. Et c'est plusieurs métiers, c'est plusieurs branches de métiers aujourd'hui qui sont en souffrance. On ne se pose pas les vraies questions, on ne se dit pas, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a moins d'enfants français? Pourquoi on a moins de familles françaises? Pourquoi on a moins de mariages? Qu'est-ce qui se passe? Où on a été manipulé? Est-ce que l'idéal qu'on nous a fixé depuis 68, qui a engendré des séries nauséabondes comme Marc et Sophie, où on voyait 2 cadres vivre avec leurs chiens et leurs concierges, mais jamais avoir d'enfants, et ça a construit le générique du couple français basique. Personne ne se pose des questions. Personne ne se pose des questions sur le fait que quand tu regardes Plus belle la vie, tu regardes la France. Tu vois, t'as le couple homo, de l'autre côté, t'as Brigitte qui revient en relation avec son ex, qui repart avec celui avec qui elle était, pour ensuite. Personne ne se pose ce genre de questions. Que ces choses-là, en fait, sont en train de fixer les consciences au fur et à mesure de la population, et que voilà, un ancrage familial, un ancrage du sacré aujourd'hui, c'est plus possible. Dire ça aujourd'hui, c'est passer pour un con. Bah justement, Dire c'est ça très aujourd'hui, intéressant ce que tu dis. Parce que j'avais pour le coup Marc et Sophie, je me rappelais plus du tout que c'était ça. En effet, en allant dans ma mémoire, c'est vrai que c'était 2 cadres en effet qui n'avaient pas spécialement de famille, voilà, qui ne voulaient pas construire cette famille. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que, enfin, c'est drôle, c'est pas drôle, c'est même dramatique. C'est parce que le système social français est basé sur la natalité et la famille. Et si en plus on dit aux gens, bah écoutez, il faut l'IVG, n'hésitez pas à prendre la pilule et à ne pas faire d'enfants parce que le féminisme, vous comprenez, si en tant que femme vous ne vous libérez pas du carcan de votre mari, du patriarcat, etc. En effet, on construit une société comme celle que l'on est aujourd'hui, c'est-à-dire celle de l'inversion totale des valeurs.
l'inversion totale des valeurs, où le père est devenu une merde. Une femme, quand elle divorce, un mari se retrouve très facilement SDF et sans rien et sans la possibilité de voir ses enfants, avoir les nouveaux beaux-pères qui vont enchaîner aussi chez elle, sans pouvoir avoir aucun contrôle sur ses enfants et sur la dérive de ses enfants. Et là-dessus, qu'est-ce que tu veux faire grandir? Qu'est-ce que tu veux emmener? Il n'y a personne qui se pose ces questions. On a aujourd'hui, tu sais, le moindre chômeur de droite ou le moindre petit pistonné de merde, on lui donne un titre d'essayiste. On est tous essayistes. Hein. Moi, à la fin du mois, j'essaye de finir le mois. Hein. Moi aussi, je suis un essayiste. Hein. La France entière, elle est remplie d'essayistes. Le monde est rempli d'essayistes. On essaye tous de finir le mois. Et on te ramène des bouffons, là, des gens anxiogènes dans les chaînes d'information. Là, je vais nommer personne. Hein, mais des vrais mange-mères, excusez-moi du terme, des mollusques de plateau télé. Là, dernièrement, qu'est-ce que j'ai entendu On a eu quoi On a eu quoi On a eu j'en oublie son nom à force. Jean Messia, qui est passé hier à l'antenne, qui arrive à comparer des drames humains, que ce soit Thomas de Crépol ou Hichem qui est mort à Puget-sur-Argent, c'est encore une fois le développement de l'ultraviolence. C'est le développement d'une radicalisation. On a une radicalisation des quartiers qui crée cette facilité à la violence et à sortir le couteau qui a tué Thomas à Crépol. Et de l'autre côté, on a un gars qui passe son temps justement à regarder des chaînes d'information sans vivre sa vie loin dans son village. Et j'ai vécu 6 ans. Enfin, pas 6 ans, mais j'ai eu 6 tentatives de meurtre moi en vivant en PACA. Les gens ont une facilité à sortir le fusil, à menacer les gens. Et la mort de Hichem, elle vient d'un type complètement démoli, complètement cassé, complètement con, abreuvé justement des idéaux. Et là, bizarrement, je ne comprends pas comment ça se fait que c'est les vidéos qu'il a balancées sur Facebook, on ne retrouve rien de ce qu'il dit, alors que quand c'est des revendications dites terroristes musulmanes, on les retrouve très facilement et on en fait Mais, plein de débats. Et là, bizarrement, on en a fait plus une apologie mais, mais, et on ne regarde pas en fait mais c'est vrai le que fond. il y a d'ailleurs un auditeur dans l'émission de notre ami Nicolas Stocker avait eu ce très bon commentaire qui disait en gros que euh, les chaînes d'information montrent trop les conséquences des politiques, de ce qui se passe dans la société, sans jamais montrer les causes. Et c'est vrai qu'en France, que ce soit, je vais les citer, les CNews, les BFM, les LCI, les France Info, c'est-à-dire les 4 grandes chaînes d'information, sans oublier bien entendu le JT, TF1 et France Télé, on ne parle jamais des causes, mais on parle toujours des conséquences. Ils parleront jamais des causes. Pourquoi? Parce que les causes, elles vont toucher aux intérêts des financiers de ces chaînes et des élus qui sont soutenus par les financiers de ces chaînes. Moi, je suis passé à plusieurs reprises à CNews, mais à partir du moment où est-ce qu'ils ont vu que j'étais un musulman fier, que j'étais fier aussi de mon pays d'origine, mais que pour autant, je déteste pas la France, je déteste pas les Français. Mais par contre, j'ai pas honte de le dire, oui, je déteste son gouvernement et son État, et je déteste son système qui peut accepter en fait qu'une personne qui travaille dorme à la rue, qui peut accepter justement que des ratés de la politique tiennent des centres d'hébergement appelés France Truc pour laisser plus de gens à la rue et piocher quelques familles qui auraient gagné au loto et les mettre dans des logements qui sont hors de prix que le commun du mortel ne pourrait pas avoir. On a une politique aujourd'hui qui n'a rien dans le social, qui ne va rien dans l'humain, et que les vrais acteurs aujourd'hui, on les retrouve aujourd'hui dans les églises, on les retrouve dans les synagogues. Je dis bien dans les synagogues. Ça peut paraître fou, mais oui, il y a beaucoup de synagogues qui font dans le social et que malheureusement, dès qu'une mosquée veut essayer de faire justement dans le social et dans l'entraide, on la limite. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas justement que là-dessus, on ait un bon rôle. On va toujours essayer de te créer
des pseudo-rapports, comme le dernier pseudo-rapport des frères musulmans. Les frères musulmans, nous, en Tunisie, on les a subis. Ils n'existent plus aujourd'hui. Ils n'existent plus. Nous, on les a subis en Tunisie. Comment vous êtes Nous, on débarrassé? sait ce que c'est. Bah, tout simplement, Kais Saïd, il y a une lutte du pouvoir, et ils ont dégagé. Mais les frères musulmans, Mais justement, les frères musulmans, c'est pas une forme de franc-mac un peu? C'est totalement inspiré de la franc-maçonnerie. Et c'est créé par les Anglais. Donc avant d'aller dire oui, les frères musulmans, c'est baboucholâtres, mangeurs de couscous, il faudrait se rappeler aussi du rôle de l'Angleterre là-dedans, du rôle des États-Unis là-dedans. Mais à chaque fois, on l'oublie. À chaque fois, on l'oublie. On a besoin, à chaque fois, voilà, ça mange du. D'ailleurs, ça parle trop de couscous, je sais pas pourquoi, mais tu regardes Rotaillot vient t'expliquer qu'il aime le couscous. Le meurtrier d'Hicham, on le voit en photo en train de manger un couscous. Le couscous est trop présent dans tout ça. C'est pas faux. Mais regarde, les gens, ils doivent apprendre à vivre ensemble, parce que le mondialisme, on le subit tous. Et je suis issu des conséquences du mondialisme, de l'immigration. Je suis là. Je vis dans une belle parenthèse qui s'appelle Paris, qui a ses qualités et ses défauts, mais qui fait que j'ai rencontré Mike Borowski, qui est un vrai journaliste de terrain. Non, mais attends, je suis désolé, mais il faut dire la vérité. Tu es un journaliste de terrain, tu prends des risques, tu n'as pas de financement, tu n'es pas les autres bouffons là, de frontières qui ont je ne sais pas combien. Bon, on va pas, tapons pas sur les collègues, c'est pas grave. Ouais, bon, ils sont ce qu'ils sont. Tape pas. Vas-y, je dis rien. Bon, certains pseudo-reporters qui vont toujours être dans une certaine orientation. Toi, tu rencontres tout le monde, tu rentres vraiment dans le terrain, contrairement à un mec comme Jean Messia. Jean Messia qui aime faire du petit commentaire, qui aime salir, et je l'ai invité à venir dans nos quartiers. Il n'a jamais voulu venir. C'est toute cette... ces mollusques de plateau télé qui se comportent exactement comme si on était dans un PMU, qui répètent exactement les mêmes choses, mais qui ne regardent pas le fond. Mais justement, parlons là du fond. Et il y a eu ces émeutes suite à la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Alors là, on va parler du fond et des causes. Parce qu'en effet, il y a eu les conséquences, ça c'est une chose, mais les causes, c'est aussi quoi ? C'est aussi que parce qu'on dit oui, mais c'est la faute des parents, ils éduquent pas leurs enfants, etc. Mais les parents peuvent plus. Mais voilà, il faut dire aussi une chose, c'est que lorsque les parents veulent éduquer leurs enfants, mettre la fessée par exemple, la fessée est interdite, je voulais dire, tiens, c'est la loi, la fessée est interdite par la loi, eh bien, les parents risquent des gardes par l'aide sociale à l'enfance. Placement à l'ASE, tout simplement. L'ASE, aujourd'hui, est devenu un spectre qui démolit les familles, qui fait peur aux familles, qui fait que moi et toi, quand on faisait les cons, on pouvait prendre une rouste ou on se faisait responsabiliser. Moi, par exemple, j'ai eu l'honneur de travailler avec ma mère, de nettoyer des endroits pour comprendre ce que c'était que la valeur du travail. Et j'avais 13 ans. Et j'ai fait ça sur la Côte d'Azur. Je suis allé sur des chantiers avec mes oncles. D'ailleurs, tous ces élus qui, pour la plupart, sont de droite, qui peuvent se plaindre justement de l'immigration et qui ont régularisé à tour de bras parce qu'on leur a construit telle ou telle villa, ils sont en partie acteurs des conséquences et des tensions qu'on a aujourd'hui dans la PACA. Ces gens-là. Et je reviens sur la politique de famille. On empêche aujourd'hui les parents d'éduquer leurs enfants. La menace de l'ASE, la surveillance de l'éducation nationale. Alors attends, on va en parler tout de suite. Mais avant ça, on envoie notre bobino qui est notre pub à nous. Nous n'avons pas d'annonceurs privés, nous n'avons pas les marques, les multinationales qui nous soutiennent et nous ne voulons pas qu'elles nous soutiennent parce que quand vous avez des annonceurs, c'est elles qui mettent le nez dans la rédaction et c'est elles qui disent quoi dire et qui inviter. Vous êtes les patrons de Radio Courtoisie, donc continuez pour avoir cette
parole libre et c'est discours sans concession, sans autocensure, comme aujourd'hui avec notre ami Tarak Sassi. Et oui, voilà, on va continuer sur l'aide sociale à l'enfance, plus communément appelée ASE, l'ancienne DAS. Et donc, aujourd'hui, à cause de la loi, à cause de ce soi-disant service public, on ne peut plus élever ses enfants comme on pouvait le faire à l'ancienne. Il faut utiliser les méthodes soi-disant nouvelles. Et qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque la délinquance. Ça provoque rien. Et en plus, c'est pas ça. C'est qu'un enfant, faut au-delà de la violence. Faut pas aussi une violence extrême et une violence gratuite. Tu sais, les gens sont là à parler de Betaram. Moi, j'ai vécu la violence des instituteurs, mais qui était extrêmement violente. Ça a été mes premiers professeurs de catch à l'école Frédéric Mistral à Mandelieu. Il n'y a pas besoin non plus d'une violence extrême. Il faut un cadre, il faut une sévérité. Oui, mais même ça, c'est interdit. Responsabiliser les enfants. Et le problème, c'est qu'on ne nous laisse plus. Aujourd'hui, on devient des géniteurs. Moi, je te le dis, c'est pour ça que j'ai peur d'avoir des enfants en France. On devient des géniteurs qui confient ces enfants à l'éducation nationale. L'éducation nationale qui est devenue aujourd'hui un terrain de la sexualisation, de la sexualité, de la criminalité, de la violence. Moi, je me rappellerai toujours. J'étais haut comme 3 pommes, j'arrive en 6e, je me retrouve avec des gens qui mesurent 1m80, 90 et qui se bagarrent. Et je voyais cette drogue. Et je te parle d'un collège à Mandelieu, à côté de Cannes. C'est pas en train de te parler de Bondy ou je sais pas quoi. Je voyais cette drogue déjà présente, je voyais cette violence déjà présente. Et rien, en fait, pour nous encadrer. Que de la sévérité, que des carnets, mais rien, en fait, pour nous encadrer. Et déjà, nous, de nous-mêmes, ça nous a pourri. Je te parle pour notre génération, parce que moi et toi, on est de la même génération. Mais pour autant, nous, au moins, on avait un cadre avec nos parents. Mais surtout, c'est pas ça. C'est que quand je te parle de l'ASE, mais il faut regarder aussi le cadre du divertissement. Aujourd'hui, les enfants sont éduqués avec les réseaux sociaux, avec une banalisation du vulgaire, du con, du bête, du violent et de l'abject. Il faut regarder ce qu'il y a sur TikTok, il faut regarder ce qu'il y a sur Instagram, il faut regarder les jeux vidéo. Quand aujourd'hui, tu as un enfant qui grandit avec GTA et que tu as une Qu'est-ce que c'est GTA? GTA, c'est Grand Theft Auto, qui est un jeu vidéo. Qui est l'une des plus grandes enseignes de jeux vidéo aujourd'hui, qui a endoctriné. Moi, je me suis arrêté à GTA 4, je jouais de temps en temps. Et à l'époque, quand c'était sorti, ça faisait scandale parce que c'était un jeu vidéo où on pouvait tuer des civils, on pouvait voler la voiture à n'importe qui, on pouvait tuer des policiers, des pompiers, des ambulanciers. Quand vous avez toute cette génération déjà qui grandit avec ça, qui grandit avec des jeux mais horribles comme Call of Duty et autres merdes, et que nous, on avait grandi, et tu peux me confirmer, Mike, on a grandi avec Double Dragon, 2 frères qui vont aller sauver la fiancée de l'autre. On a grandi avec des jeux vidéo où il y avait des valeurs. Il y avait des valeurs de compétition, il y avait des valeurs C'est-à-dire que quoi, aujourd'hui, en fait, entre les TikTok ou les mimes OnlyFans où des filles se dénudent et des jeux vidéo où un type doit tuer des gens, on a toute une nouvelle génération. Et puis en plus, l'aide sociale à l'enfance qui interdit aux parents d'avoir une forme de sévérité, enfin pas sévérité, mais d'autorité plutôt. On a le quartier gagnant pour la société d'aujourd'hui. On a le quartier gagnant, et en plus c'est pas ça. Quand tu dis aux parents, à la parente, parce que très souvent aujourd'hui, on a des familles monoparentales où il y a l'absence de figure de père, de référent père. Il y a de nombreux foyers aujourd'hui, le référent père n'existe pas. Et vous avez des gamins qui sont totalement tyranniques, et il faudrait former des super nannies comme sur M6, mais à foison, mais ça suffirait pas. Et nous, qui travaillons à l'époque dans les quartiers populaires, on avait fait des grands plans justement sur le sport et l'insertion, où on a donné les subventions aux mêmes amis des élus. On a permis à des jeunes de rentrer dans des métiers des chemins de fer. On a fait beaucoup. On était d'ailleurs, pendant les manifestations des Gilets jaunes, quand les jeunes de banlieue voulaient descendre, tous les acteurs de quartier qu'on était, on était là, on était mobilisés, on a bougé, on avait encore des moyens. Aujourd'hui, il n'y a plus de moyens.
Les associations aujourd'hui qui sont financées, c'est des associations qui sont proches et copines et des idéaux des élus aussi bien nationaux que locaux. Et il n'y a plus rien qui se fait en matière de prévention, en matière de politique de la ville. On s'est battu longtemps et je vous invite encore à regarder la remontée.fr et voir aussi tous les élus qu'on a rencontrés, jusqu'à Macron, pour expliquer en fait ce qui se passe et les possibilités d'action. Rien n'a été fait. Et aujourd'hui, on a mis l'accent uniquement sur la préparation des Jeux Olympiques, tout ce qui concerne le LGBTQI+, Golf GTI, le fait que voilà, tu es libre de ta sexualité, tu as le droit de comprendre ce que tu as entre les jambes, et rien d'autre. Eh oui. On ne forme pas les gens à la responsabilité. Un auditeur nous dit, on ne forme pas les gens au travail. Je crois que la France restera un pays socialo-communiste. Nous ne pourrons sortir de nos problèmes. Mais c'est pire que ça, je pense. Je pense que tout ce que l'on est en train de se dire, toutes les conséquences de ce que l'on est en train de se dire sont liées à la République et à ces fameuses valeurs républicaines. Et que l'on veuille ou non, les valeurs républicaines, 1, c'est l'anti-France, et 2, c'est l'inversion des valeurs. Eh oui. Il y avait quand même de la retenue. On va dire que à l'époque de Chirac, on n'en était pas là. Et clairement, Sarkozy, qui a employé les mêmes termes qui sont employés par Zemmour et Retailleau, il a ouvert les vannes, il a fait des promesses à tous ces électeurs en masse, même des personnes qui votaient pas à droite, qui ont cru que voilà, on aurait du calme. On a le chaos, et on a un chaos qui n'est pas uniquement que français, qui n'est pas uniquement européen, mais international. Et aujourd'hui, on ne sait pas déjà comment stopper l'immigration qui afflue partout, parce que malheureusement, c'est une grande misère dans ces pays à la suite des déstabilisations de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie, de l'Égypte, de la Libye. Mais la plus grande déstabilisation, il faut le dire aussi. Pourquoi aussi nous subissons là, actuellement une vague de migration? C'est la déstabilisation de la Libye et la mort du colonel Kadhafi, l'assassinat du colonel Kadhafi par Nicolas Sarkozy. Par Nicolas Sarkozy, c'est les conséquences de Nicolas Sarkozy. Donc, quand on voit son fils vient nous faire des cours de... Putain, mais il aurait dû faire comme ses grands frères, soit DJ, va dans l'immobilier, mais qui se trouve ta gueule à la télé, sérieux. Bon, attendez, on est à Radio Courtoisie, on doit avoir un discours chatoyant et courtois. Donc, allez, pas de gros mots aujourd'hui. Voilà, pas de gros mots, cher Tarek. Pourquoi parlez-vous, monsieur Louis Sarkozy? Pourquoi parlez-vous? Comment osez-vous parler? Quelle est votre légitimité? Vivez votre vie tranquillement. Vous étiez aux États-Unis. Hein, je crois que vous avez la nationalité américaine. Vous avez fait l'école militaire américaine. C'est un agent américain. C'est un agent américain, Louis Sarkozy, il faut le dire. Et d'ailleurs, les gens ne se sont pas trompés. Les gens ne se sont pas trompés parce que son livre sur Napoléon se vend très très peu. Et c'est tant mieux. J'espère qu'on s'en débarrassera très vite de ce Louis Sarkozy. Mais moi, je me demande qui a financé ça, pourquoi, comment, et comment a-t-il débarqué à la télé? Comment? On a des gens, on va pas tous les nommer, on va pas commencer à nommer Barbara Lefebvre ou d'autres. On a des gens en fait qui sortent de nulle part, qui vont soi-disant expliquer aux gens comment ils doivent vivre et qu'est-ce qu'est la réalité dehors, alors qu'on les voit jamais. Louis Sarkozy, c'est pas compliqué. Son parrain, c'est Martin Bouygues. Donc Louis Sarkozy est sur LCI, qui est du groupe TF1, et donc c'est aussi simple que ça. Hein. Si aujourd'hui il faut être parrainé par un milliardaire, oui. Pour avoir la parole, pour pouvoir dire... Tiens, j'ai plusieurs questions d'auditeurs. Les problèmes, c'est que depuis 50 ans, les gens veulent que l'amour dure éternellement. Or, le mariage est fait pour protéger la famille. La tendresse qui remplace l'amour permet de rester ensemble. Pourquoi votre invité ne mentionne-t-il pas les causes de ces divorces? Tiens, les causes du divorce, cher Tarak.
les causes du divorce, bah, c'est avant tout beaucoup centré sur la libéralisation sexuelle et sur la perte du sacré. Pourquoi nos parents et nos grands-parents se mariaient très jeunes? Quand je dis très jeunes, c'était dans les environs de 16 ans. Et le divorce, c'était impossible. Le divorce, c'était impossible. Moi et toi, on vient d'une génération où le divorce était marginal dans les familles. Et qu'aujourd'hui, maintenant, divorcer, voire entendre que des gens se marient, c'est ce qui est devenu. Le divorce est devenu la norme. Et comme ça s'appelle, le mariage, c'est devenu la marge. C'est que tout simplement, en fait, on a détruit le sacré. Et on empêche aujourd'hui l'amour aussi de se créer. On a des gens qui se tournent de plus en plus vers, comme je disais, vers la prostitution, vers la consommation de la prostitution et la consommation de ces contenus pornographiques qui vont pallier à ce vide sentimental. Et si on en est là, c'est qu'il y a une perte du sacré. Si on se compare à nos parents et à nos grands-parents et qu'on regarde aujourd'hui, ce qu'on a aujourd'hui, c'est uniquement que de la consommation, du Tinder et rien de concret. Faut pas s'étonner en fait que les mariages ne sont pas solides. Mais il faut pas oublier qu'on a déjà préparé à ces fameux divorces par le cinéma à l'époque. Je me rappelle d'un film lorsque j'étais adolescent qui s'appelait Génial, mes parents divorcent. Tout à fait, qui a été diffusé d'abord sur Canal+, après répandu sur M6 et répété. Ouais. Et oui, oui, le conditionnement par l'audiovisuel, on a parlé de Marc et Sophie, après maintenant c'est ça, mais oui, il y a le conditionnement par l'audiovisuel. Eh oui. Oui, Oh. Et oui, oui. on nous a dit, voilà, il faut divorcer, il faut sortir des valeurs ancestrales. Et ça a commencé déjà sur nos générations. Alors, peut-être même sur la génération peut-être même de nos parents. Mais ça s'est fait petit à petit. Alors, tu as parlé des années Chirac, où en effet, bon, on était encore, il y avait une forme encore d'insouciance, mais dans les années Chirac, déjà, on nous mettait, et même Mitterrand, et même un peu avant, on nous mettait petit à petit, on va dire, le sel de l'inversion. C'est à partir de là, de toute façon, la gouvernance européenne commençait déjà à faire son travail. La gouvernance européenne qui fixe ces normes et qui aujourd'hui dirige la France, euh, elle avait déjà fixé ses normes et à partir de là, au fur et à mesure, les politiques nationales, locales, publiques devaient se conformer à ça. Et malheureusement, on n'a rien fait, on n'a strictement rien fait pour y remédier. Et quand, encore une fois, vous avez des enfants qui grandissent sans cadre et qui, pour eux, la violence qu'ils peuvent voir, soit dans les fictions, parlons-en aussi des fictions. Aujourd'hui, on n'a plus des films avec des principes héroïques ou avec un bon fond. On a uniquement que des films où le méchant est gentil par dépit, même s'il trafique de la drogue, il n'est pas méchant parce que il a pour but d'aider un orphelinat. Donc, on fait grandir en fait toutes ces générations avec cette violence, cette banalisation de la violence. Le rap, et jamais j'y aurais cru moi à l'époque quand c'est sorti, le rap est devenu la soupe populaire qu'on trouve partout. C'est devenu une musique populaire, c'est devenu une musique pop. Il faut écouter les contenus du rap d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils disent ces contenus? Si je vends pas assez, je vais vendre de l'AC, ça c'est cobaladé. Alors, dites-nous, qui est Kobalade? C'est une Cobaladé star en gros aujourd'hui, chez les jeunes. c'est un rappeur aujourd'hui qui est en prison, Ah, d'accord. qui vient de l'Essonne, qui vient d'un des quartiers où justement il y avait beaucoup de points de drogue sur la cocaïne. Là, on parle pas de shit ou quoi que ce soit, et qu'apparemment, bon, il serait impliqué aussi
dans l'affaire de Mohamed Amra et de certains réseaux. Pareil, quand on écoute Booba, qui est devenu Qui a fait de la prison le aussi. Johnny, qui a fait de la prison et qui est devenu aujourd'hui le Johnny Hallyday, il fait plusieurs références à la drogue, plusieurs références à la prostitution et à la dégradation de la femme. Donc à partir de là, on va s'attendre à quoi? Il y a Caris, je mélange, je mélange, je mélange. Sevrac, une contraction de Sevran et crack. SCH qui chante une casserole et ça fait du crack. Et tous ces rappeurs-là, en fait, ils sont diffusés sur Skyrock avec un gentil présentateur radio qui parle avec une voix très aimable et gentillée quand les rappeurs sont là. Donc, c'est extrêmement comique quand tu vois le Fred en dire alors, tu nous as sorti ton dernier album et on sent que voilà, tu as vraiment l'influence de la rue. Et que de l'autre côté, ben, tu as le Secpa qui est en face qui fait ouais, ouais, on allait pendant un certain temps, on a écrit, on a fait les choses. Si, ouais, voilà, En on a fait, sorti l'album. parce qu'il faut dire aux gens qui nous écoutent, qui sont peut-être pas la génération des Deezer et Spotify, c'est-à-dire que dorénavant, les moins de 25 ans n'achètent pas de disques. Faut que moi-même je n'achète pas de disques. Ils n'achètent pas de disques. Ils vont sur des plateformes qui s'appellent Deezer, Spotify, Apple, Amazon, etc. Et écoutent de la musique par le biais de ces plateformes. Dans ces plateformes, 80%, j'ai appris que les chiffres, en gros, 80% de la musique qui est écoutée est, en tout cas par les jeunes, est du rap. C'est ça. C'est-à-dire que le rap est la musique, je sais pas moi, si je peux, c'est le rock des années 60, quoi. Non, c'est la musique numéro 1 Voilà, aujourd'hui comme le rock des années en 60. France. T'as des personnes de 60 ans qui écoutent du rap parce qu'ils ont grandi et évolué avec ça et qui acceptent aujourd'hui les merdes qu'on avait. Avant, on avait un rap de qualité. T'avais La Rumeur, t'avais Fab, t'avais Secret Connection, où il y avait vraiment des vraies revendications Et donc, du sociales. coup, aujourd'hui, les rappeurs d'aujourd'hui, Que de la dégénérescence, c'est que en de la fait, drogue. ils font l'apologie de la drogue, quoi. L'apologie de la drogue, l'apologie de la criminalité. Quand tu écoutes aujourd'hui un rap, tu as l'impression de jouer à GTA. D'accord. Et la plupart, en fait, des mecs qui miment ce comportement d'abruti et de secpa, très souvent, c'est des jeunes qui ont fait des études, c'est des fils à papa, c'est même pas des gens qui sortent du gangstérisme, qui sont proches de certains producteurs et qui sont propulsés. C'est pas des gens en plus qui peuvent revendiquer un vécu de C'est-à-dire que quartier. quoi? C'est-à-dire que, pour expliquer à nos auditeurs, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des rappeurs qui viennent de la bourgeoisie, qui font croire qu'ils sont des parrains de la mafia, et donc du coup, des jeunes qui les écoutent se disent ah là là, mon modèle, c'est d'être un prochain parrain de la mafia. C'est ça en gros. Oui, mais regarde, regarde, on a eu quoi? On a eu, si je me trompe, hein, Stade de France, on a eu Booba et Jul, on a rempli le Stade de France. On a rempli le Stade de France. Et plusieurs jours de Avec suite eux. en plus. Oui, oui. Je sais pas. Parce que bon, Johnny Hallyday, c'est pas. Je suis désolé, hein. Et s'il y a des fans de Johnny Hallyday, mais je suis désolé, mais Johnny Hallyday, c'est la quintessence de l'américanisation. Bon, certes, il pouvait avoir des bons paroliers, il y a quelques chansons qui pouvaient être bien, mais Johnny Hallyday, je suis désolé, les gens qui viennent me dire, ouais, c'est de la beauté française, non. C'est Non, mais juste. t'as totalement raison. Ça a commencé avec Ouais, lui, ça a commencé avec une partie de la génération du baby boom, et je ne mets pas tout le baby boom dans le même sac, je le répète, parce que voilà. Mais en tout cas, une partie d'entre elles qui, fascinées par l'Amérique, comme les Eddie Mitchell, les Dick Rivers, Johnny Hallyday, etc., ont importé ce fameux rock and roll d'Elvis Presley qui s'est plus ou moins après transformé dans le rap et tout, parce que tout ça c'est la même essence, hein. Tout ça c'est la même essence en réalité. exactement la même. Et Johnny Hallyday, je n'ai pas souvenir qu'il ait déjà rempli le Stade de France et que là vraiment, bah, le rap qui était de base une musique de contestation, qui a été manipulée par des producteurs et de façon
j'invite à lire un livre qui a été écrit par Mathias Cardé qui s'appelle L'effroyable imposture du rap, qui explique qui sont les acteurs et les producteurs du rap. On sait que, par exemple, l'entourage et la production des YMCA étaient très présents sur les premiers groupes de rap comme Sugar Hill Gang Alors, Grandmaster Flash. YMCA, c'était un producteur qui s'appelait Ben Lolo, je crois, qui était un Oui, producteur français installé aux d'origine juive, faut le dire, et qui, donc du coup, a produit là-bas là, ce célèbre groupe de disco, et lui, donc aussi, il a produit aussi des groupes de rap, c'est ça? il a produit du rap et bien sûr, moi en fait ce que je voulais aussi mettre l'accent, c'était tout le côté, toute la dimension LGBT, toute la dimension LGBT. On a un grand groupe de rap qui a fait partie des pionniers, qui vient de la Seine-Saint-Denis. On sait que l'un d'eux était extrêmement proche de Jean-Paul Gaultier D'accord. et que c'est par sa proximité à Jean-Paul Gaultier et le fait que justement il pouvait apporter de la drogue à certains d'entre eux, qui fait que son groupe de rap a été très vite propulsé et mis en avant dans les années 90. Ça D'accord. clairement, clairement. Donc Alors, cette proximité avec cette petite bourgeoisie, avec justement toute cette élite en fait qui aujourd'hui influence ou décide pour nous. Euh, En quelque sorte, en fait, on suit un agenda. On suit un agenda. Et pour moi, la seule manière de pouvoir parer à cet agenda, je le dis, je le répète, c'est la famille, c'est la culture de la famille et c'est la culture de solidarité en quartier, en communauté, justement pour éviter ces désastres. Et c'est ce que la modernité, la société de consommation nous empêche de faire. alors, Il nous amène dans l'individualisme. bonjour Mike, aujourd'hui 47 ans de mariage. Ah, bravo, bravo cher ami. Bravo. Je pense que l'invité de Mike Borowski ignore que les gens privilégient maintenant l'amour qui ne dupe pas dans les couples au lieu de la sécurité. Oui, enfin, pas l'amour, c'est pas l'amour qui privilégie, je pense. C'est plutôt le côté passionnel, c'est-à-dire qui est le début d'une relation. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, déjà, il a 47 ans de mariage. Non, Il est c'est quelqu'un d'autre, c'est exactement. quelqu'un d'autre ça. Ça c'est quelqu'un d'autre. Ah, ah, ok, d'accord. Donc, Je... ouais, c'est-à-dire que les gens, le passionnel. en fait, ils ne voient plus. L'auditeur nous dit voilà, euh, ils ne voient plus la sécurité, et puis, ils voient plutôt une forme d'amour passionnel. Et comme malheureusement la dure passionnelle ne dure pas 47 ans, ou il dure très peu, c'est quelque chose d'assez éphémère, et ben dès qu'ils ne ressentent plus ça, parce que c'est ce qu'on leur dit dans les Oui, films, à la télé et tout, mais et oui, ben oui, ils oui, quittent oui, la oui, personne. oui, 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 bah, on est abreuvé de ça. On est abreuvé de ça dans le divertissement. Donc oui, c'est sûr que ça influence. C'est sûr que ça influence, mais oui. Mais après, il y a quand même eu dans le passé des mariages solides, des mariages qui ont existé, qui ont fondé des familles et fondé des civilisations et des sociétés. Et le problème, c'est que si aujourd'hui on laisse ça se démolir, on court à la catastrophe. Et contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas un Alors, alors, fléau qui touche. alors, tu as touché un Graal, et je vais devoir lire ce commentaire. Faire un amalgame avec Johnny, au secours. N'oubliez pas qu'on était en 1960 et non dans cette société sans neurones de 2025. Johnny a rempli le Parc des Princes et aussi le Grand Stade, et je ne compte pas les Bercy, et ce pendant 50 ans. On ne touche pas à Johnny, pour certains. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Non, mais on donne, ce sont des exemples que l'on donne, mais bon. Alors, bonjour à tous. Dans le discours de votre invité, il y a à apprendre à laisser. Certes, le système français va mal et je souscris au constat, mais il faudrait que votre famille. Alors, tiens, j'aimerais que tu répondes à ça, il faudrait que votre interlocuteur parle, pardon, des familles polygames, de la haine infusée
par l'islamisme, qui déteste ce qui n'est pas lui et qu'il remercie les Français pour leur infinie patience ou pour leur lâcheté, c'est selon. Qu'il imagine si ces chrétiens en Tunisie semaient le chaos un soir de coupe de football, poignardaient des musulmans ou des imams et après venaient pleurnicher parce qu'on les persécute. Je pense que les Tunisiens régleraient le problème radicalement, qu'ils fassent seulement cet effort de pensée. Mais je pense que c'est un homme de bonne volonté. Je vais répondre. Alors, les chrétiens en Tunisie sont en croissance avec justement l'immigration subsaharienne qui est en Tunisie. Ils vivent très très bien leur culte. Il y a aucun problème. Il y a eu, par contre, des affrontements entre subsahariens, mais qui concernent aussi, pas que les chrétiens. Et à chaque fois, ça finit exactement comme en France. Donc, LBD, tir, répression policière, c'est exactement pareil. Donc, et c'est bien aussi, j'inviterai aussi les auditeurs à s'intéresser à l'actualité internationale. Vous savez, c'est assez intéressant. Et bon, on peut en voir un petit peu sur France 24. On peut, grâce à YouTube, on peut voir aussi ce qui se passe. C'est très intéressant. Donc, les problématiques dont il parle, elles vont pas se placer sur du football, mais ailleurs. Et ensuite, s'il veut parler de la communauté française ou chrétienne, mais malheureusement, j'ai envie de blesser personne, hein, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, la plupart des Français se revendiquent chrétiens de culture, mais ne sont pas pratiquants, voire revendiquent leur athéisme. La plupart de ces Français vivent tranquillement aussi bien à Sousse ou à Mutuelleville, à Tunis ou à Djerba. C'est des gens qui ont un cadre extrêmement protégé et qui ont plus, et je le dis bien, plus de liberté que l'ensemble de la population présente. Et personne ne va les toucher ou faire quoi que ce soit contre eux. C'est comme ça. Et encore une fois, dire que l'islam enseigne la haine de l'autre, alors comment ça se fait que pendant 1500 ans, vous aviez des églises, des synagogues et des cultes qui sont restés intacts dans les différents califats qu'il y a eu. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne voit plus avec la modernité. Et justement, cette modernité, c'est ça qui crée les fractures entre les communautés religieuses, qui n'existaient pas avant. Ça n'existait pas avant. Donc venir me dire, oui, la haine est rédigée dans l'islam, je peux dire exactement la même chose de toutes les religions monothéistes. Il y a bien sûr des volets de rejet de l'autre, mais pendant des millénaires, les communautés monothéistes ont appris à vivre ensemble. Et ça n'a pas toujours été les pogroms, les génocides et la démolition. Et dire qu'on inculque la haine de la France, non. Non. Mais par contre, qu'il y ait un système aujourd'hui qui amène à cette haine et qui malheureusement, on ne va pas, comme moi je peux le faire, trouver le recul pour comprendre en fait que c'est tout simplement pour monter les gens les uns contre les autres, comme quand on donne justement toutes ces idées depuis très longtemps à travers CNews pour donner de quoi ranger, dire oui, si aujourd'hui on en est là, c'est la faute à l'immigration. C'est quoi on crée la division. On crée la division, pourquoi? Parce qu'en attendant, on peut faire voter des lois qui vont faire que le pain augmente, le lait augmente, l'électricité, c'est devenu hors de prix. Se loger, on travaille. Faut quand même, les gens sont là à me dire oui, mais la France quand même. Vous savez, moi j'ai vécu au Canada, j'ai vécu en Tunisie, j'ai jamais eu de problème pour me loger. Et je me loge très très bien. Au Canada, j'ai pas eu de problème pour me loger. En France, on a un problème pour se loger. On a un problème pour se loger et avoir un logement salubre parce qu'il y a trop de problèmes aujourd'hui pour se loger. On ne construit pas assez, on ne fait pas ce qu'il faut et ça crée des déséquilibres et ça crée des problèmes. Bien sûr. Moi, je peux te parler. Par exemple, tu as vu là, parmi tous ces jeunes qui foutaient la merde, parmi eux, tu as des jeunes qui vivent en hôtel à 4 dans une chambre de 10 mètres carrés. Je connais des familles comme ça. Écoute, moi j'ai interrogé un môme de l'aide sociale à l'enfance et ce môme-là, moi je pensais que l'aide sociale à l'enfance, un peu comme les orphelinats, tout ça, on le logeait
à l'hôtel, dans un hôtel de clandestins. Voilà. Voilà. Et on logeait, il avait 14 ans, et bon, depuis il est majeur, et on le logeait dans un hôtel de clandestin. Bon, bref, c'est comme ça. Ah, tiens, l'invité a cité la solidité des mariages. Je lis un peu les commentaires. Un mariage qui tient est celui d'un certain Emmanuel avec une certaine Brigitte. Alors, vraiment, les auditeurs sont très taquins. C'est vrai que le mariage d'Emmanuel et Brigitte tient. Hein. C'est très taquin, mais ça reflète aussi ce que je dis, des décideurs qui n'ont pas d'enfants, donc qui ne peuvent pas comprendre ce que nous vivons. C'est vrai. C'est tout. Alors, C'est tout. question d'auditeur. Quels sont les socialo-communistes qui dirigent les pays européens? Les socialo-communistes qui dirigent les pays Madame von der européens. Leyen, peut-être. Bah, il y a von der Leyen, mais bon, enfin, est-ce qu'il y a que aujourd'hui les anciens communistes ou les socialo-communistes? Pourquoi on parlerait pas de Thierry Breton, c'est vrai. qui a un rôle dans les décisions européennes et qui est de nationalité sénégalaise? Oui, c'est vrai qu'il est devenu sénégalais depuis. Je me demande pourquoi. C'est quand qu'on lui retire sa nationalité française pour l'envoyer au Sénégal? Mais c'est vrai, c'est vrai. Et tu sais que j'ai eu des témoignages qui m'ont dit qu'ils ont vu Thierry Breton voter aux élections présidentielles du Sénégal de l'année dernière. Donc Thierry Breton vote aux élections du président du Sénégal. C'est fou quand même. Hein. Mais c'est fou, mais c'est pas fou. Il est cohérent. Et ses intérêts sont au Sénégal. C'est comme Monsieur Bolloré, ses intérêts, ils sont sur les côtes africaines. Donc bien sûr, c'est normal qu'ils vont influer sur ces décisions-là. Mais moi je vais vous dire, et ça ne va pas plaire aux auditeurs malheureusement, mais il y a une frange de la population, une frange, je dis bien, de la population française de souche qui est traître et qui sera toujours traître et qui a un gène de traître. Mais il faut dire les choses parce que Monsieur Thierry Breton, je suis désolé, c'est un traître, qu'on le veuille ou non. Monsieur Bolloré aussi peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, Monsieur Thierry Breton, ça c'est sûr, parce que prendre la nationalité étrangère, je ne sais pas si Bolloré a une nationalité étrangère, je n'en sais rien, mais en tout cas, pour ce que l'on sait avec Monsieur Thierry Breton, c'est une forme de traîtrise. Mais il faudrait faire un petit bilan des gens qui ont plusieurs nationalités et pas que regarder que les binationaux issus de l'immigration. Mais il faudrait faire un petit bilan sur les personnes qui ont plusieurs nationalités. Combien ils en ont? Parce que moi, je connais des gens qui ont jusqu'à 5 nationalités et ça leur facilite les affaires et ça leur facilite beaucoup de transactions avec 5 passeports et voir quels sont leurs champs d'activité et arrêter de dire que l'immigré qui a eu la nationalité française, il a obtenu le Saint Graal. Parce que nous, dans la réalité, même quand on a la nationalité française, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change, que ce soit à l'accès au logement, à l'accès au travail ou même dans quoi que ce soit. Et moi, je pense, et je le dis, que autant il y a des Français, parce qu'on a un système aujourd'hui qui n'évolue pas et qui est vraiment contre la population qui se barre et qui vont ailleurs, moi j'inviterais justement tous les Maghrébins à songer à partir, à se développer ailleurs. Et des perspectives sont grandes parce que aujourd'hui, ils travaillent, on ne voit que ceux qui font le mal, mais on ne regarde pas aujourd'hui tous ces internes en médecine issus des pays pourvoyeurs d'immigration. On ne regarde pas aujourd'hui tous ces policiers qui sont aussi issus de l'immigration. On ne voit uniquement que le désordre qui est avant tout organisé par l'État et qui est avant tout organisé par une société de consommation et de divertissement qui nous empêche d'éduquer nos enfants. Si aujourd'hui on éduquerait les enfants, on n'en serait pas là. Retailleau, il est marrant quand il dit oui, les parents qui vont pas éduquer leurs enfants, on va leur remonter le slip. Mais au final, est-ce que les lois permettent aux parents d'éduquer leurs enfants en France, en Europe même? Non. Tout est fait pour que
on est le délire de Françoise Dolto, qui a engendré notre ami Carlos. Comment en France on peut avoir aujourd'hui un cadre pour éduquer des enfants et les responsabiliser, les rendre des citoyens fiers, travailleurs, qui vont contribuer, qui vont rayonner à travers le monde avec cette mentalité. Oui, mais il y a aussi une chose. Est-ce que les élites dirigeantes, élites entre guillemets bien entendu, dirigeantes en tout cas qui nous gouvernent, ont intérêt à ça pour les petits bougres que nous sommes? Évidemment que non. Non. Ils ont tout intérêt à avoir des cons, ces mêmes cons qui vont pouvoir alimenter les Marseillais avant sur Énergie 12 et French Shore et d'autres choses. Et c'est ça aujourd'hui qui doit être la norme. La norme aujourd'hui, c'est tu travailles toute la semaine et comment tu vas te dégénérer et t'alcooliser en week-end dans des soirées privées, même dans des cloaques au milieu de zones industrielles. C'est ça aujourd'hui le projet. Le projet, aujourd'hui, c'est ça. C'est rien d'autre. Le projet aujourd'hui, c'est ce qui faisait honte, ça veut dire se comporter comme une prostituée. Aujourd'hui, ça devient une fierté. Et je reviens encore une fois sur cette fille qui a fait toute une polémique sur les bus. On l'a mis en avant justement parce que elle a dit le mot « en France, on s'habille comme on veut ». En France, on s'habille comme on veut, ok, mais après, on doit assumer les conséquences. Qu'on s'habille de manière chaste ou qu'on s'habille de manière dévergondée. Il faut assumer les conséquences. Parce qu'il y aura toujours des conséquences, il y aura toujours des blocages. C'est comme ça. Et arrêtez aussi, j'aimerais dire à tout le monde, arrêtez de croire que le voile est spécifique aux musulmans. Le voile, moi, dans les années 80-90, je voyais des femmes françaises porter le voile. Elles avaient des espèces de voiles Louis Vuitton. Je pense que tu t'en rappelles de ça, Mike. Les femmes d'époque, Brigitte Bardot, tout ça, oui, avec un genre de foulard. Voilà. Ouais. Parce que ça donnait une espèce d'élégance, de noblesse. Et elles avaient ça avec un bel anorak, enfin pas une belle veste. Et c'était quelque chose de très répandu. Et plus on est allé vers les années, plus on est allé vers justement un audiovisuel dévergondé avec les Coco-Boys et compagnie, et plus ça devenait la norme justement de porter la mini-jupe. Oui, c'est vrai que t'as parlé d'un Coco-Boy et de Colaro, d'ailleurs qui habite pas très loin de Radio Courtoisie, on le voit parfois dans les parages. Et en effet, on montrait de la nudité déjà à l'époque l'après-midi. Même la publicité, même dans la publicité aussi. La publicité. Et en fait, arrêtez de croire que la France, c'est la nudité et être dévergondé. Et rappelez-vous de votre histoire. Rappelez-vous de qui vous êtes. Rappelez-vous. Franchement, moi, je me suis intéressé à mon histoire parce que j'ai appris l'histoire de France. Alors, j'ai pas mal de questions là. Alors, il nous reste 4 minutes et j'ai des commentaires. Cessez d'être naïf pour sauver la France. Soyez vigilants et réalistes pour discerner des loups des agneaux. Merci, cher monsieur. Bonjour. Alors, attendez. Alors, attendez. J'ai des questions. Bonjour. Votre invité oublie le statut de dhimmi au pays de musulmans et les zones interdites aux roumis. Qu'il réalise le verset « Ne vous faites pas d'amis chez les juifs, les chrétiens ». Bon, avec de tels propos, faut pas s'étonner, belle émission. Bon, il est quand même content, donc ça va. Né dans les années 70, blanc, produit d'éducation nationale, mondialiste, antiraciste et sans religion, et écoutant beaucoup de rap, vomissant la France, le seul remède pour moi a été la grâce d'une conversion au catholicisme. Les écailles sont tombées. Maintenant, avec les yeux de catholique, je vois bien que la République mène au combat contre la famille, contre les communautés, contre la vérité qui est Jésus-Christ. La Révolution française a coupé la tête du roi, chassé les prêtres, voté le divorce et abrogé les corporations. L'armée d'Afrique a monté tout l'amour de la patrie de ses soldats trahis par De Gaulle. Et encore la démocratie qui toujours provoque la division pour régner. C'est une religion de l'immoralité, solution la vertu. C'est vrai. Et puis c'est vrai que l'armée d'Afrique
trahi par le général de Gaulle. Ça aussi, il faut pas l'oublier. Tiens, une conversion dans un culte, quel qu'il soit, qu'est-ce que tu en penses? Quand une personne veut se diriger vers un cheminement spirituel, bah faut l'encourager. Faut l'encourager et faut l'encourager à évoluer. Et tant que cette personne, elle partage les valeurs que nous, qui sommes des religions monothéistes, avons, et que ces valeurs-là sont avant tout les valeurs de paix et de famille et de respect. C'est ce qui compte. Et, dernière question, il nous reste 1 minute. Pourquoi vous tapez sur Bolloré et pas sur les autres? Il va taper sur les autres. Non, on a tapé sur les autres, on a tapé sur la gauche depuis très longtemps, mais mais les autres milliardaires, les Bouygues, Bernard Arnault, enfin, les Saadé, tout ça, quoi. C'est ça qu'il veut dire. On a tapé. On tape aussi, vous inquiétez pas. Il tape aussi sur tous les autres milliardaires. En fait, il a utilisé le nom de Bolloré, mais j'imagine que les autres sont à mettre dans le même sac parce que on parle Bien actuel. sûr, mais Bernard Arnault est un grand manipulateur de Paris. Et on voit très bien en fait que là, aujourd'hui, il est en train de bifurquer son attention politique vers la droite, alors que c'est lui qui a placé Hidalgo pour ses intérêts. Je suis désolé, j'ai pas pu poser toutes les questions parce qu'il y avait énormément de commentaires. Cette émission a fait beaucoup parler, en tout cas, ça c'est bien. Il faut faire parler, il faut dire des choses et il faut aussi, je pense, bousculer les gens. On n'a pas à être toujours d'accord les uns les autres. C'est important de donner la parole à tout le monde et surtout à ceux aussi qui font du terrain et qui savent la réalité. Merci à toi, cher Tarak. Tiens, ton actualité, c'est quoi? C'est demain, 18h, c'est ça, le catch? Demain, 18h, 10 rue de la Montagne Sainte-Geneviève, à la Lucha Libre, une grande soirée catch où vous êtes invités. Je vous invite aussi à regarder nos travaux et à nous soutenir aussi sur laremontée.fr, vu que l'État et la région nous a totalement abandonnés. Et on espère tout simplement créer l'unité et la paix à travers les peuples. C'est ce qui compte et on n'est pas pour le chaos. Merci à toi pour ce message d'espoir. Merci à vous d'avoir été si nombreux comme toujours. Passez un excellent samedi. Allez, salut, ciao. Envie de lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle ? La seule lecture rentable.